à tous, bienvenue évidemment sur la Minute Dev. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à un nouveau sujet autour évidemment de Solidity pour créer nos smart contracts autour de l'univers Ethereum ou en tout cas de toutes les blockchains qui fonctionnent sous EVM. Et aujourd'hui, on va s'occuper tout simplement des enums et des structs pour commencer à grossir notre bague de capacité de faire en termes de structuration de notre code. Le sujet t'intéresse, j'espère bien évidemment, et bien tout ce que tu as à faire tout simplement, c'est évidemment de rester sur cette vidéo. Allez, on y va, let's go! Donc, comme je disais, on va commencer à regarder les enums et les structs qui sont des éléments essentiels pour pouvoir bien structurer son code sous Solidity. Alors, avant de démarrer le sujet, évidemment, n'oublie pas de liker la vidéo pour supporter la vidéo, pour que je continue les tutoriaux autour de Solidity, qu'on avance sur ce sujet, de t'abonner sur la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, évidemment, d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, on va passer aux fameux enums. Donc, évidemment, les enums, si tu ne connais pas, c'est une structure qui est connue, par exemple, pour ceux qui font de la base de données, qui est de dire qu'un élément, il peut avoir une des valeurs qui est définie dans cet enum. Donc, quand tu regardes le code qui s'affiche évidemment sur ton écran, on a créé un enum taille. Donc, enum, c'est pour dire qu'on est en train de définir une sorte de variable de type enum qui a pour nom taille. Et entre accolades, on va mettre les différentes valeurs que peut prendre notre enum. Et là, on a fait relativement simple. On a mis petit, moyen et grand. De façon à tester malgré tout, on fait un petit return en uint parce que tu verras que finalement, en fait, l'index retourné est un entier. Tu aurais pu mettre un uint beaucoup plus petit pour mieux gérer ta mémoire. Mais ça, maintenant, si tu as suivi les précédentes vidéos, tu sais le faire tout seul. Ça peut être d'ailleurs un test supplémentaire. Eh bien, on va retourner donc uint de taille.moyen. Et donc, à ce moment-là, on compile, on déploie notre code, on lance notre fonction test. Et qu'est-ce qu'il nous retourne? Il nous retourne 1. Donc, ce qui représente moyen. N'oublions pas que le premier index à chaque fois, comme dans les tableaux, ce type de choses, c'est 0. Donc, petit a un index 0, moyen un index 1, grand index 2. Et donc, si j'avais mis taille.grand, bien évidemment, il aurait envoyé 2. Et si j'avais retourné taille.petit, il m'aurait retourné tout simplement 0. Mais il est tout à fait possible dans le retour, au lieu de retourner un type classique, donc un entier, on pourrait dire je retourne un type enum. Et ça, c'est une autre façon de faire, mais qui est également intéressante. Vous voyez qu'en retour, on peut également utiliser le nom de notre enum pour définir le type de retour. Et donc forcément, si vous ne retournez pas quelque chose qui est en rapport avec notre enum taille, il nous fera une erreur. Donc là, du coup, je retourne ma taille. Ma taille, c'est une variable de type taille. Comme vous pouvez le voir juste en dessous de enum taille, du coup, le type taille maintenant existe. Donc, on fait taille, ma taille. Taille, c'est donc le type taille, celui qu'on a défini juste avant. Ma taille, le nom de ma variable, qui est égal à taille.moyen. C'est un exemple, bien évidemment. Et donc, quand je retourne ma taille, il retourne une variable de type taille avec comme index 1. Si évidemment je n'avais pas défini une taille avant et que j'essayais de déclarer une variable de type taille, ma taille, et puis un uint ou quelque chose comme ça, évidemment j'aurais eu une erreur parce que taille, le type n'aurait pas été défini. Pour le moment, je pense que c'est déjà pas mal avec les enums. Je sais que tu ne vois pas forcément, surtout si tu démarres en développement, l'intérêt réel d'utiliser ce type de structuration. Mais te bile pas, on verra ça très bientôt, très vite. Et donc, le deuxième élément que je voulais qu'on voit ensemble pour cette vidéo, ce sont les structs. Là, tu verras peut-être plus facilement l'intérêt si évidemment, tu n'as pas beaucoup de connaissances dans l'univers du développement, mais pas de panique, c'est pas très grave. Si évidemment tu ne te rappelles pas 100% de comment on écrit ça dans le futur, tu pourras revenir sur la vidéo. Au début, il n'est pas forcément facile de tout se rappeler. Et donc, cette deuxième façon de structurer son code, c'est d'utiliser les structs. Et les structs en Solidity permettent de créer des éléments avec plusieurs paramètres possibles.
J'ai essayé d'en faire un, comme tu le vois derrière évidemment sur l'écran, très facile de compréhension. Donc on fait un struct qu'on va appeler identité, donc ça va créer un type identité pour le futur, et dedans on va lui mettre 3 paramètres, donc un nom qui est de type string, donc chaîne de caractères, un prénom de type string, également une chaîne de caractères et un âge. Et l'âge, c'est un entier. Inutile de mettre une chaîne de caractères. N'oublions pas que dans la structuration du code, il faudra utiliser des accolades pour entourer l'ensemble des paramètres de notre structure. Et donc, à partir de là, on a créé une structure de type identité. Et ensuite, en dessous, on va créer une variable mon identité de type identité. Donc finalement, ma variable mon identité bénéficiera de l'ensemble de la structure. À partir de ce moment-là, on va pouvoir remplir notre variable qui a été identifiée dans notre fonction test. On met mon identité point nom égale C0. Donc le point permet d'aller chercher le paramètre nom, donc un paramètre bien précis de la structure de la variable identité, qui, je le rappelle, est aujourd'hui sous le modèle de struct identité. Je lui mets C0. Ensuite, on fait mon identité, point prénom. Je mets je sais plus, mais c'est pas très grave. C'est juste pour dire qu'on peut mettre une chaîne de caractères. Et mon identité, point âge égale 40. Donc à chaque fois, grâce au point sur la variable qui a été au-dessus, créée sous un type identité, donc qu'on avait défini par struct identité, on peut atteindre les paramètres qui définissent cette variable de type identité. Et ensuite, il suffira tout simplement de retourner quelque chose. Ici, par exemple, on retourne mon identité.âge. Et quand on compile, qu'on déploie et qu'ensuite, évidemment, on lance la fonction test de notre smart contract, il nous renvoie bien 40. Donc, il a bien réussi à retrouver l'âge. Et bonne nouvelle, si on ne met pas d'égal, ça n'affecte pas. Mais en revanche, du coup, ça nous renvoie le résultat du paramètre. Donc, mon identité.âge retourne le paramètre âge de ma variable mon identité. C'est pas plus dur que ça. Maintenant, si tu veux travailler un peu et te faire un petit exercice personnel, essaye de le faire en retournant le nom, car tu te rappelles qu'il y a une subtilité particulière si évidemment tu as bien suivi les précédentes vidéos. Et ça sera à mon avis un exercice très intéressant. En revanche, il y a une deuxième façon d'écrire qui simplifie visuellement, qui est celle que tu vois actuellement à l'écran. Au lieu de définir chaque paramètre un à un, on va tous les mettre en une seule façon. Donc, on va tout simplement dire mon identité est égale identité de C0, je sais plus, virgule 40. Et donc, il va remplir les paramètres dans le sens dans lequel ils ont été définis. Et on voit bien que C0, c'est le nom, je sais plus le prénom, âge 40. Donc, il a bien enregistré un à un mes paramètres. Et si je retourne évidemment mon identité.h, après avoir compilé, déployé et lancé ma fonction test, il me retourne bien 40. Good job. Là, l'avantage par rapport aux enums, c'est que tu peux vite comprendre qu'on est en train de créer des variables beaucoup plus complexes qui ont une structuration bien particulière et ça nous permet indirectement de créer des éléments plus complexes et donc forcément pour structurer notre code dans le futur, c'est quand même nettement plus facile. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère évidemment que ça t'aidera beaucoup dans ton avancée dans le Python. Mais de toute façon, l'aventure est loin d'être terminée, on a encore beaucoup de choses à voir. N'oublie pas évidemment avant de partir de liker cette vidéo, de t'inscrire à la chaîne YouTube. Allez, on se retrouve plus tard sur la Minute Dev.